Dans un monde médiatique qui privilégie le brouhaha, la culture du clash et du zapping, pas si simple aujourd'hui de faire entendre avec clarté la complexité et la nuance. Pas si simple non plus de prendre de la distance avec les certitudes, tout en respectant les convictions. Et surtout, s'écouter et échanger sans langue de bois. Et ne pas seulement rajouter du bruit. Voilà un défi qui n'est vraiment pas si simple. Pas si simple, le podcast qui promet de l'écoute, du respect et de la nuance. Aujourd'hui, le retour de l'autorité. Au ministère de la Santé et de la Prévention, nous avons rendez-vous avec Édouard Durand, le coprésident de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Un homme qui a bâti son expérience en exerçant la délicate fonction de juge pour enfants. Notre idée, décortiquer avec lui la notion d'autorité. Ce mot résonne certainement dans votre oreille depuis les émeutes du début de l'été. Pas si simple est proposé par le Jour du Seigneur, RCF et les Semaines sociales de France. Animé par Éric Payet, Étienne Pépin, avec la collaboration d'Isabelle de Golemin. En effet, le retour de l'autorité ne cesse d'être plébiscité dans une France abasourdie et démunie par cette flambée de violence. Emmanuel Macron, président de la République, le 30 juin 2023. Dans ce contexte, je finirai mon propos en appelant tous les parents à la responsabilité. Il est clair que le contexte que nous vivons, on le voit, est la résultante de groupes parfois organisés, violents et équipés, mais également de beaucoup de jeunes. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire Rassemblement National, le 4 juillet 2023. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, le 20 juillet 2023. En ces temps troublés, et après ce que le pays a traversé au début du mois de juillet, il faut en revenir à des choses simples. Le respect du professeur et de son autorité, la maîtrise des savoirs fondamentaux, le respect de la laïcité, alors que nous sommes tous, et tu l'as dit, encore si douloureusement meurtris par l'assassinat de Samuel Paty. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président des Républicains, le 27 août 2023. Et c'est à nous et à nous seuls, les Républicains, nous la droite de conviction et de compétence, qu'il appartient de relever le pays grâce aux valeurs qui nous ont toujours animés, qui nous ont toujours guidés. La France a besoin d'autorité. La France a besoin de liberté. Pas si simple. Invité, Édouard Durand. Édouard Durand, on a entendu dans cette séquence, on est en train de poser un diagnostic sur ce qui s'est passé, ces émeutes de fin juin, début juillet, suite à la mort de Nahel. Il y a ce mot de l'autorité qui revient systématiquement. On va parler de l'autorité des savoirs, l'autorité de l'école, l'autorité des parents, d'ailleurs, qui est sévèrement mise en cause ici dans la séquence qu'on a entendue. Est-ce que vous, quand ces événements se sont produits, vous avez aussi, vous avez dit que c'est un problème d'autorité? Oui, naturellement, comme tout le monde, ces émeutes et tous ces passages à l'acte ont renvoyé à une interrogation sur ce qu'est l'autorité. L'autorité de l'État d'abord, et l'autorité des parents aussi bien. Mais je dois me poser la question comme juge des enfants et comme juge aux affaires familiales. À partir de ces 20 années d'expérience dans les tribunaux pour enfants,
où j'ai été conduit assez rapidement, en réalité, pas immédiatement, au moment de ma prise de fonction en 2004, mais quelques mois plus tard, à voir que il y avait au centre des audiences un protagoniste incontournable, mais invisible, qui est l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité judiciaire, l'autorité des professionnels de la protection de l'enfance. Aussi bien dans mes fonctions civiles de juge des enfants, de protection des enfants en danger, que dans mes fonctions pénales de répression des infractions commises par les enfants. Mais est-ce que ça veut dire qu'on assiste à une sorte de déclin de l'autorité, comme si aujourd'hui on avait un problème avec les règles, avec le cadre? Je ne crois pas. Et je dirais, c'est ma conviction en tout cas, que c'est plutôt le contraire. Qu'il ne s'agit pas du déclin d'un concept ou du déclin d'une réalité dans les rapports humains, à la fois dans les structures politiques de l'État et du rapport entre les citoyens et l'État, que dans les relations au sein de la famille. Non pas un déclin, mais une découverte. Une découverte de quoi? De l'autorité, justement, parce que nous ne cessons d'appeler les parents à l'autorité, nous ne cessons de nous inquiéter du déclin de l'autorité, et notamment de l'autorité parentale, alors qu'en réalité, c'est une réalité nouvelle, tout particulièrement dans la famille. Et d'ailleurs, dans les déclarations que vous m'avez fait entendre, il est parlé d'autorité, mais pas seulement, de responsabilité aussi. Et d'abord de responsabilité, dans un contexte très particulier, qui est celui de troubles imputés à des enfants dans l'espace public. Et c'est, de façon très typique, à ces moments-là que l'on voit surgir l'idée de la responsabilité parentale. J'y reviendrai. Mais pourquoi dis-je qu'il s'agit plutôt d'une découverte que d'un déclin? Parce que, pour l'autorité parentale en tout cas, il s'agit d'une notion extrêmement récente qui ne structure le droit de la famille et les rapports entre les êtres humains dans la famille, dans la maison, que depuis 1970, c'est-à-dire depuis 53 ans. À ce titre-là, justement, est-ce que la responsabilité, c'est celle de celui qui commet l'acte, donc l'enfant, le jeune, ou est-ce que c'est la responsabilité de ses parents qui ont autorité sur l'enfant, l'autorité qui l'éduque? Alors, quand on regarde un acte humain, et spécialement quand il s'agit d'une transgression de la loi, la responsabilité est d'abord et premièrement celle de la personne qui fait le choix de cet acte, et, y compris quand il s'agit d'un enfant, sous réserve de son discernement pour l'engagement de la responsabilité pénale. Mais la responsabilité pénale est toujours un fait individuel, collectif, quand il y a plusieurs personnes qui commettent une infraction. Mais si il est possible de, comme je l'ai fait comme juge des enfants, de déclarer un enfant coupable d'un crime ou d'un délit et, comme ça m'est arrivé aussi, de le mettre en prison, ça n'est que parce que il a été constaté avant tout qu'il était responsable de l'acte qu'il a commis, et donc
qu'il s'agit d'un choix. Mais ceci n'évince pas la responsabilité du groupe et au premier rang duquel dans le groupe les parents, ou quand il y a des dispositifs de protection de l'enfance qui sont mis en œuvre, des institutions qui accueillent et éduquent les enfants, il y a la responsabilité civile des adultes qui doivent éduquer, surveiller les enfants dont ils sont responsables, voire une responsabilité au sens plus élevé encore, et je voudrais y revenir dans un instant, si vous permettez. Je parle de découverte et non pas de déclin. Il faut, me semble-t-il, prendre conscience que ce qui a gouverné les rapports entre les êtres humains dans la famille, d'une part, et les rapports entre les êtres humains et le souverain, d'autre part, l'État, c'est la puissance. Pas si simple, le retour de l'autorité. Il faut remettre de l'autorité. Je suis sûr que vous aussi, vous avez souvent entendu cette espèce de mantra qui serait censé régler tous les problèmes, et notamment à chaque fois qu'on a des phénomènes d'émeutes, notamment en banlieue. Ça paraît évident, et pourtant on va aller rencontrer Mariette Darigrand. C'est une sémiologue, et vous allez voir, on va décapsuler quelques idées reçues. Mariette Darigrand, j'imagine que cette question de « il faut remettre de l'autorité », on entend ça partout. Ça doit vraiment vous inspirer. Ça m'inspire une première chose, c'est que quand on dit ça, en fait, on calque l'autorité sur les concepts psychologiques, éducatifs psychologiques. On montre que nous sommes vraiment envahis par le vocabulaire de la psychologie. C'est-à-dire qu'en gros, remettre de l'autorité, ça veut dire mettre des limites aux enfants. Si je vais très vite, et puis ensuite on met ça sur la société, citoyens et tout ça. Or, ça n'est pas un mot de la vie privée, l'autorité. C'est vraiment le mot politique par excellence. Vraiment, c'est un mot du droit romain, de la République romaine, qui est central comme concept politique. Donc si je reprends dans ce monde-là, après peut-être on reviendra aux questions éducatives qui sont là quand même, hein, évidemment. Dans la République romaine, c'est vraiment tout à fait intéressant parce qu'on prend le mot dans son sens premier, étymologique, ça veut dire augmenter. Hein. L'autorité, c'est la faculté de l'auctor, celui qui est auteur, mais pas seulement de livres comme aujourd'hui, mais de vie, auteur de mes jours. On augmente la vie, on augmente la richesse morale. Il y a une différence entre faire autorité et exercer de l'autorité. Alors, en fait, non. Si on considère que, précisément, c'est plus intéressant quand on dit exercer, effectivement, mais c'est quand même faire, c'est un faire, mais au nom de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une loi fondatrice, il y a un texte fondateur. Bon, là-dessus, Hannah Arendt, il faut revenir à elle parce que c'est elle qui était la grande spécialiste du monde romain. Elle était fascinée par le système. C'est le peuple politique pour elle. Donc quand on travaille là-dessus, il faut vraiment remonter à ce qu'elle a dit. Donc elle insiste bien sur le fait qu'il faut qu'il y ait une tradition culturelle sur laquelle on s'appuie. Ça peut être la Bible, mais ça peut être la Déclaration des droits de l'homme, ça peut être la Constitution américaine. Donc c'est pour ça que quand vous dites exercer l'autorité, oui, c'est un travail, c'est un boulot, mais je dirais référer à quelque chose. Ça n'est jamais ex nihilo, l'autorité. Voilà. Donc on ne peut pas, disons, être autoritaire comme ça parce qu'on a décidé. C'est l'autoritarisme. C'est le totalitarisme pour elle. Totalitarisme. Je crois qu'il faut faire... Elle explique très très bien la différence. On ne peut pas, une personne seule ne peut pas être autoritaire parce qu'il lui faut le collectif, la loi fondatrice collective, partageable, et des étapes pour scander l'autorité. Ça, c'est encore un autre point, c'est qu'il n'y a pas d'autorité sans hiérarchie de l'autorité. Voilà. Alors que dans le totalitarisme, elle l'oppose au système totalitaire, pour défendre le système autoritaire avec plein de guillemets, eh ben, justement, dans le totalitarisme, il n'y a pas de scansion, il y a un tout, une vérité absolue, qui est au centre, qui prend toute la place de la loi,
individu, je sais pas, Hitler peut se mettre, ou la fiction communiste, comme elle dit, prend toute la place de la loi. Et à ce moment-là, elle est imposée à tous par un total. Mais la vraie autorité que l'on exerce n'est jamais complètement égocentrée. Elle doit être appuyée extérieurement à l'individu sur une loi commune. Ça peut être le Deutéronome. Hein. Voilà, c'est pas forcément une loi des hommes. Ça peut être, mais il faut qu'il y ait un commun partagé qui est une référence. On réfère à ça. L'autorité ne s'exerce pas sans référence à quelque chose. C'est pour ça que ça a à voir avec l'éducation et la culture. On ne peut pas arriver à dire range ta chambre. C'est pas l'autorité, ça. C'est mettre de limites. Si on prend l'étymologie, augmenter quelqu'un, s'augmenter soi-même. L'homme augmenté, on en parle beaucoup de ça. C'est ça l'autorité. C'est on va s'augmenter, on va s'élever. On a des marches. Hein, ce fameux ascenseur social qui est en panne, ben on prend l'escalier. Et puis dans l'escalier, on a des marches. Et c'est ça aussi la structure de l'autorité. Et vous-même, en tant que mettons, jeune adulte qui n'a pas été bien scolarisé ou machin, si vous comprenez que tel livre, telle conférence en ligne, pourquoi pas TikTokage intelligent, vous donne de l'autorité. C'est le jeune aussi, l'enfant aussi qui peut prendre de l'autorité, peu à peu. Et il devient comme ça adulte. Donc l'autorité s'exerce dans la cité, au nom d'une loi commune, mais elle peut aussi, à titre individuel, consister en une construction de soi, au prix d'un effort, évidemment. Faut monter les marches, mais d'un effort qui est absolument passionnant. Merci Mariette. Ok, on se remet en place vite. Pas si simple. Invité du jour, Édouard Durand. Alors, ce qu'on entend là, avec Mariette Darigrand, c'est que l'autorité ne s'exerce qu'avec un socle commun, qui est la base de la société, sur laquelle on peut appuyer justement son autorité. Sans des repères communs, pas d'autorité. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, on doute un peu justement de nos communs, de notre socle commun? Certainement. Je ne sais pas si je suis le mieux qualifié pour le dire, mais je le pense. Ce que cette conversation m'inspire, c'est que il est assez difficile de définir l'autorité autrement que par ce qu'elle n'est pas. Et il est important de prendre en compte le fait qu'elle suppose nécessairement une légitimité reconnue. Ce qu'Hannah Arendt explique aussi dans l'article auquel la sémiologue fait référence. La reconnaissance d'une place respective entre celui qui exerce l'autorité et l'autre qui en bénéficie, notamment dans le cas de l'autorité parentale. Définir l'autorité par ce qu'elle n'est pas me conduit à dire une chose qui est mais très importante comme juge des enfants, qui est le fait que l'autorité se définit d'abord par ce qu'elle a de commun avec le pouvoir ou la puissance et avec ce qui l'en distingue profondément. Si on se réfère à Hannah Arendt, qui bien sûr applique sa pensée aux politiques et au rapport entre les citoyens et l'État dans le politique, mais qui nous instruit beaucoup sur les devoirs que nous avons envers les enfants, que les parents ont envers leurs enfants et que nous avons collectivement envers les enfants. L'autorité se distingue du pouvoir en ce que, dit Hannah Arendt,
l'autorité exclut toujours le recours à des moyens extérieurs de coercition. Autrement dit, l'autorité exclut toujours le recours à la violence. Et c'est fondamental. Mais vous, en tant que juge, vous avez justement cette autorité aussi à incarner. Comment vous réussissez à l'incarner? Parce qu'on a entendu Mariette, elle dit l'autorité ne peut pas s'exercer si on est en dehors d'une adhésion à un socle commun. Les jeunes qui sont en face de vous, généralement, ils ne sont pas là pour déclarer leur amour à la justice. Comment vous faites pour récupérer cette autorité? Merci de me poser cette question, qui est évidemment une question existentielle. Pour moi, aurais-je été un juge qui a tenu sa place d'autorité pour les personnes qui devaient en bénéficier? C'est là qu'il devient difficile de définir l'autorité. À quoi reconnaît-on qu'une personne ou une institution a une autorité dans l'exercice de ses fonctions? Est-ce qu'il n'y a pas une question de fécondité dans l'autorité? Oui, comment est-ce qu'on absolument. fait advenir quelqu'un avec de la fermeté, peut-être avec des méthodes particulières, mais pour l'aider à devenir, à s'accomplir? Oui. Alors, progressivement, je pense que nous y arriverons dans notre conversation. Mais vous savez sans doute que la philosophe Myriam Revaud-Dallon a écrit un très bel essai sur l'autorité, dont le titre est « Le pouvoir des commencements ». Et c'est aussi, de mon point de vue, ce qui est un marqueur très fort de la différence radicale entre le pouvoir ou la puissance et l'autorité, c'est que le pouvoir s'exerce dans l'espace, alors que l'autorité s'exerce ou se construit ou se reconnaît dans le temps. Le pouvoir s'exerce dans l'espace parce qu'il s'applique à des corps et donc qu'il localise. De ce point de vue, le juge, les juges, ou devrait-on dire l'autorité judiciaire, on pourra faire un détour par la séparation des pouvoirs et l'optique des constitutionnalistes de 1958, dispose du monopole de la violence légitime de l'État. Juge des enfants, j'ai été amené à incarcérer des enfants. Et donc, à faire saisir leur corps pour l'enfermer dans une cellule de prison. Pas si simple, le retour de l'autorité. Pour nous aider à distinguer ces notions de pouvoir et d'autorité, nous avons aussi soumis la réflexion de la sémiologue Mariette Darigrand à des professionnels particulièrement concernés. L'un en tant que militaire, l'autre dans le domaine de l'éducation. Donner un ordre pour un militaire n'est pas l'autorité. C'est une action de pouvoir, de décision. En revanche, être soi-même en mesure d'exécuter cet ordre, de passer devant, expliquer pourquoi il faut faire cette chose, le placer dans un contexte qui amènera les gens à comprendre, à adhérer et ce faisant être respectés pour qu'ils sont, amènera tout naturellement les collaborateurs ou les subordonnés à exécuter l'ordre. D'une certaine façon, pour faire autorité, j'ai besoin de permettre à mes élèves de faire autorité. C'est parce que je leur accorde à eux de l'autorité qu'en retour, je vais faire autorité auprès d'eux. Je vais leur permettre de proposer quelque chose, je vais leur permettre de se rendre compte qu'ils sont capables de faire des choses intéressantes, voire importantes, nouvelles, qui sont un peu hauteurs
en un sens assez large, mais qui sont un peu... Ils sont capables, par exemple, de faire un oral de 10 minutes. Ils sont capables de faire une dissertation. On ne parle pas, dans l'autorité, de décision. Et les gens ont souvent tendance à confondre les décideurs eux-mêmes, l'autorité et la décision. La décision découle du décideur, la puissance découle de l'autorité. Et non pas le contraire. Permettre à quelqu'un de se révéler à lui-même, vous êtes à peu près sûr que si vous y arrivez, vous ferez autorité pour lui. Toute personne qui, dans notre vie, nous a permis de nous révéler à nous-mêmes, fait autorité à nos yeux. Je vais vous donner un exemple concret de distinction entre autorité et pouvoir, reposant sur mon expérience personnelle. Lorsque je suis arrivé à la tête de cette entreprise d'événementiel, général de l'armée de terre, j'avais le pouvoir, étant président de la société, statutairement, la décision m'était acquise. Néanmoins, je n'avais pas d'autorité. En ce sens que l'autorité se fonde sur la légitimité. Était-ce légitime, moi, général de l'armée de terre, de prendre une société d'événementiel? Non. Étais-je compétent? Non. Je ne pouvais reposer ma faible autorité que sur la notion d'exemplarité, c'est-à-dire mettre en adéquation ce que je faisais et ce que je disais. Dire qu'on s'est trompé et montrer qu'on y accorde de l'importance au fait de corriger, d'être soucieux de la vérité, d'avoir donné de la place à l'objection, à la critique, à la remarque de l'élève, moi je pense que ça peut que renforcer votre autorité. Donc le professeur n'a pas à mieux maîtriser des connaissances qui sont sur Internet qu'Internet. C'est pas ça son boulot. Par contre, là où il va pouvoir faire autorité et où, à ma connaissance à ce jour, Wikipédia ne pourra pas le dépasser, c'est dans sa capacité à donner confiance en l'élève, dans sa capacité, dans sa liberté, dans sa propre autorité. Ça suppose une relation humaine. En développant ma compétence, ma légitimité, ma création, mon augmentation d'entreprise, j'ai pu mieux asseoir mes décisions, qui étaient certes exécutées auparavant, mais je pense que les décisions que je peux prendre maintenant font l'objet d'une meilleure adhésion de mes collaborateurs qui pouvaient la faire au moment où j'ai pris la société. Pour faire autorité, en tout cas aujourd'hui, il faut que je puisse me référer à quelque chose d'intérieur à moi. Il faut que je puisse dire en quoi je crois, qui je suis, qu'est-ce qui est important pour moi, pour permettre à mes élèves de me connaître, de me faire confiance, d'être rassurés et de nouer une relation avec moi. Alors, Édouard Durand, vous avez entendu la question de la légitimité, ça y est, posée, on en parle depuis le début de cette émission. La légitimité, à travers ce qu'on est ou à travers l'exemple qu'on donne pour exercer son autorité, où est-ce qu'on trouve la légitimité? Pas si simple. Invité du jour, Édouard Durand. Pour essayer de tenir le fil auquel je tiens moi-même, je dirais d'abord par rester dans une posture d'autorité et donc pas dans la violence. Et c'est le plus important. Pour revenir à l'autorité parentale, un parent violent n'inspire pas l'autorité, mais la peur. Ce n'est pas du tout la même chose. Ensuite, il me semble que il faut évoquer dans notre conversation ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle, ce qui s'appelle le réel, la réalité. Parce que l'autorité à l'égard des enfants, même si on revient à son étymologie, augmenter, et donc permettre à l'enfant de devenir progressivement autonome, devenir citoyen et s'épanouir dans toutes les potentialités de son être, repose sur une réalité. Et cette réalité, ce sont les besoins fondamentaux des êtres humains sur la Terre, et tout particulièrement pendant le temps de leur enfance. Parce que
On pourra essayer de distinguer la puissance et l'autorité, d'essayer de définir ce qu'est l'autorité, de définir un portrait robot, dessiner un portrait robot de l'éducateur, du juge ou du parent modèle dans l'autorité parentale à l'égard de son enfant. Restera la question des besoins de l'enfant, de ce qui fait qu'un être humain grandit et peut construire et développer sa personnalité. Et s'il y a, je veux quand même répondre à votre question, monsieur, s'il y a une légitimité à construire, je pense qu'elle est sur ce point le plus difficile, parce que l'éducation des enfants conduit, et Hannah Arendt le dit d'ailleurs dans ses réflexions sur l'éducation, à croiser des paramètres qui sont extrêmement personnels, extrêmement subjectifs, des traditions familiales, des valeurs, et des mêmes traditions et valeurs qui sont celles d'un groupe. Et vous aviez commencé la discussion en parlant des émeutes de juin, en venant questionner ce qui reste de commun entre les habitants d'un même pays. Et un troisième paramètre qui reste toujours un impensé, qui sont comment un être humain grandit et devient autonome. Je pense que l'autorité devient légitime quand elle se réfère aux besoins fondamentaux des enfants. Et je le dis pour moi comme juge des enfants, je le dis pour les enseignants, les éducateurs et pour les parents eux-mêmes. Et ces besoins ne sont pas relatifs. Ils sont aussi réels que cette table ou que les chaises sur lesquelles nous sommes assis. La sécurité. La sécurité. La sécurité. La sécurité, la sécurité, la sécurité. Pas exclusivement, mais, et c'est ainsi que nous l'avons désigné dans le rapport de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants, le besoin de sécurité est le besoin primordial parce que sa satisfaction conditionne la qualité et la possibilité même de satisfaire les autres besoins. Et nous savons, cela a été démontré, que il est possible de satisfaire les besoins physiologiques et de santé d'un tout petit bébé, mais s'il n'a pas la sécurité au sens d'une continuité relationnelle avec une figure de sécurité cohérente et stable, il mourra, littéralement. C'est vital. Et ça, c'est la première chose. Et dans les besoins fondamentaux des enfants, il y a aussi les besoins de limite, les besoins d'exploration, et qui évoluent avec l'âge, évidemment. Les adolescents n'explorent pas comme explore le petit bébé qui découvre la marche. On explore si on a la sécurité derrière, dans laquelle on peut se réfugier. S'il y a la sécurité et les limites, l'autonomie ne se construit que dans un cadre. Et donc, je dirais que l'autorité et la légitimité que l'on acquiert ou qui nous est conférée parce que par la fonction que l'on occupe, on détient instantanément une autorité qui découle de la fonction dans laquelle on est reconnu. Le premier jour où j'ai rendu un jugement, eh bien, j'ai fait acte d'autorité qui m'a défini comme juge. En fait, je pense que ce qui fait la légitimité, l'autorité, c'est le fait de tenir. Et j'ai toujours pensé que l'une des missions que je devais me fixer comme juge des enfants était de tenir. Tenir la loi, évidemment. C'est-à-dire d'être un point fixe. Non pas le juge, il va me mettre en prison ou il va pas me mettre en prison, mais je sais qu'il va me mettre en prison. Ou je sais qu'il ne va pas me mettre en prison.
Je sais qu'il va me laisser dans la famille d'accueil. Mais pas l'inquiétude. Je n'ai jamais voulu que les enfants, quel que soit leur âge, des nourrissons ou des ados à l'approche de la majorité, aillent au tribunal pour une audience avec moi en se disant « mais que va-t-il décider ?» Parce que si l'autorité s'appuie sur le réel, les besoins des enfants, tout ça se pense et s'anticipe et est rationnel. Depuis le début de cette discussion, nous explorons le rapport qu'entretiennent les jeunes avec l'autorité. Le moment est sans doute venu de les écouter directement. Alors là, on se trouve à Tarare, c'est une commune de 10 000 habitants située à 45 km de Lyon et où il y a un quartier classé quartier prioritaire de la politique de la ville depuis 2014. Nous sommes plus exactement devant les locaux de la fondation AJD qui fait de la prévention spécialisée auprès des jeunes du quartier. Ici, lorsqu'on évoque le mot autorité, c'est la figure parentale qui leur vient en premier à l'esprit, comme pour Mousse et Baïdine. Les grands frères, grandes sœurs, parents, c'est moi l'aîné, c'est moi l'homme de la maison. Ma mère m'aide aussi, ça reste elle la patronne. Maman, papa, enfin genre des gens de grand âge en tout cas, ou qui ont des grades assez hauts. Parce que déjà c'est mes parents et je leur dois le respect. Je vis dans leur maison et tout, du coup c'est le gouvernement à la maison quoi. Une autorité parentale soulignée par tous les jeunes ici qui dénote avec les réflexions faites par certains politiques lors des violences urbaines suite à la mort de Naël début juillet. Un sous-entendu de manque d'autorité des parents totalement décalé de la réalité d'après Laïla et Yasmine. C'est n'importe quoi ça. Après pour notre part, hein. Après peut-être qu'il y a des parents ils n'ont pas d'autorité mais les nôtres ils en ont. Après, en revanche, il y a des jeunes qui sont très respectueux, hein, ça vient aussi de l'éducation des parents. On a des enfants qui sont beaucoup plus matures que d'autres, par rapport à de plus grandes personnes par exemple. Pour Yanis, en revanche, ce sont les forces de l'ordre qui incarnent le plus l'autorité. Moi je les aime pas, j'ai peur d'eux, du coup je veux pas parler avec eux. Parce que c'est les seuls, ils ont le droit de se balader avec une arme dans la poche. Même si c'est des gens qui sont formés pour ça, pour moi ça reste dangereux de parler avec ces gens-là. Et dans ce quartier, les autres figures d'autorité, ce sont aussi celles de Rachid et Justine, éducateurs de rue pour la fondation AJD, même si Rachid ne se voit pas comme tel. Oui et non. Oui, parce que quelque part, je pense que quand les jeunes ils nous voient, on représente un peu quelqu'un pour eux. On peut avoir le rôle du professeur, de l'éducateur. Voilà, on a plusieurs casquettes et c'est peut-être pour ça qu'on arrive à toucher un peu des publics un peu en marge. Moi, je suis beaucoup dans l'humour, parce que les jeunes, ils viennent avec pas mal de difficultés. Et je me dis qu'en passant par l'humour, on arrive à apaiser un petit peu les situations et à les amener ailleurs. Un rapport à l'autorité différent selon la personne qui l'incarne, comme le résume Yasmine, 14 ans. Je dirais plutôt que par exemple l'autorité parentale c'est une autorité assez douce, que l'autorité de l'État, on n'a pas trop le choix, on doit s'y coller disons, et que l'autorité des professeurs c'est plus du respect. Voilà, parce qu'on doit avoir du respect envers nos enseignants. Et voilà. D'après Yanis, 19 ans, l'autorité doit en tout cas être la plus juste possible. Pour moi, pour faire preuve d'autorité et que ce soit bien fait, il faut aussi qu'il y ait une relation de confiance entre la personne qui veut être autoritaire et l'autre personne. Le respect et la confiance, ça passe dans l'autorité. Pour moi, c'est un tout, en fait, l'autorité. Pas si simple. Le retour de l'autorité. Invité du jour, Édouard Durand. Alors, Édouard Durand, vous l'avez entendu, les jeunes opposent l'autorité douce des parents à une autorité plus brutale des forces de l'ordre. Quel est le bon modus operandi de l'autorité ? J'aurais voulu que on puisse se représenter un peu plus ce que vivent ces jeunes dans leur maison. De quoi parlent-ils quand ils parlent de gouvernement, de chef, de grands frères, qui pourraient garantir qu'il n'y ait pas de violence. De quoi parle-t-on ? Parce que c'est à l'instant, j'évoquais la réalité, mais au-delà des mots, ces mots n'ont de sens que s'ils nous permettent de voir une réalité. Heureusement que les policiers, les gendarmes sont les seules personnes
qui portent une arme dans l'espace public et qu'ils assurent notre sécurité. Heureusement. Et j'entends dans cette séquence qu'on oppose presque, tout en unifiant le tout avec le vocable d'autorité, l'autorité douce des parents, l'autorité de l'État à laquelle on ne peut pas s'opposer, et entre les deux, l'autorité des enseignants, mais toute autorité est toujours incarnée par des êtres humains qui sont fidèles ou pas, non seulement à leur mission, mais à l'autorité dont ils sont provisoirement dépositaires. Les parents, comme les enseignants, les juges ou les forces de sécurité intérieure. L'autorité, et c'est aussi un élément qui la définit et qui la distingue du pouvoir ou de la puissance, l'autorité est subordonnée à une finalité. Qu'est-ce que l'autorité? C'est un ensemble de droits et de devoirs qui ont une finalité. C'est aussi un des éléments de réflexion très important, me semble-t-il, dans la pensée d'Hannah Arendt, notamment quand elle évoque les enjeux de l'éducation. Elle dit, je le dis en substance, je n'ai plus exactement la citation en tête, mais en donnant la vie à leurs enfants, les parents n'ont pas seulement créé une autre personne qu'ils doivent éduquer, ils assurent aussi la continuité du monde. Et réfléchir aux enjeux de l'autorité et aux enjeux de l'enfance doit conduire à réfléchir aux devoirs que nous nous sentons, que nous nous reconnaissons envers les enfants, et aux raisons pour lesquelles nous nous reconnaissons ces devoirs. Lorsque le droit romain accordait au père, à la naissance d'un enfant, le droit de l'intégrer dans sa filiation, ou au contraire de l'exposer sur la place publique en le proposant au recueil ou en le condamnant à une mort certaine, quelle humanité nos prédécesseurs reconnaissaient à ce petit être. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous mettons dans l'idée de continuité du monde? À quoi tenons-nous? Et c'est pour ça que l'autorité, c'est bien une question de temps et de transmission des valeurs au sein des générations. Et d'ailleurs, dans la séquence que vous venez de me faire écouter, on entend l'un des jeunes qui évoque le devoir des enfants envers leurs parents. Je dois les respecter. Et qui est, en effet, une prescription de la loi civile. Le premier article du Code civil relatif à l'autorité parentale n'est pas celui qui définit l'autorité parentale, c'est l'article 371-1, mais l'article 371 qui dispose « L'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères ». Et vous savez quelle est la filiation de ce texte, évidemment. Isabelle nous écoute depuis maintenant le début de cette émission et on lui a demandé un exercice assez particulier, Isabelle. Assez compliqué. C'est à la fois déjà de peut-être rebalayer ce qui s'est dit pour voir quels sont les éléments saillants. Et puis la deuxième chose, c'est que nous sommes ici au nom d'RCF, les Semaines sociales de France et puis le Jour du Seigneur. Donc on a aussi cette pensée chrétienne qui nous amène aussi à regarder la question de l'autorité d'une façon particulière.
Oui, alors ça tombe bien parce que vous avez fini avec le Deutéronome. Donc tu respecteras ton père et ta mère qu'on retrouve aujourd'hui dans la loi civile. Et donc ça fait une transition toute trouvée. Et puis vous avez aussi fini par... parce que là, on est quand même, il faut bien le dire, pour les gens qui nous regardent, on est dans le bureau de la Civise, qui est un lieu, par définition, vous voyez toutes les pathologies de l'autorité parentale. Donc voilà, c'est deux choses un peu contradictoires. Alors peut-être juste pour rappeler ce qu'on vient d'entendre, c'est extrêmement riche, mais très rapidement, moi j'ai appris quelque chose qui m'a... Voilà, effectivement, je n'avais jamais réfléchi à ça, c'est que l'autorité, c'est récent. Enfin... le fait de la mettre comme ça dans la loi. Et peut-être que ça explique les difficultés qu'on a aujourd'hui. Parce que finalement, ça ne fait pas si longtemps que le père est autorité et non le pater familias d'autrefois. Et puis, le parallèle que vous avez toujours fait entre famille et politique, ça c'est quand même très, très intéressant. Vous avez défini l'autorité comme ce qui n'est pas violent. Vous avez souligné l'importance du langage, et ça, je trouve ça intéressant. Hein, dans la Bible, on parle beaucoup de la parole, évidemment. Sortir de la violence aussi. J'ai bien aimé aussi quand vous dites le pouvoir s'exerce dans l'espace et l'autorité s'exerce dans le temps. Ça me paraît assez intéressant. Voilà, il y aurait plein de choses à dire sur le lien qui fait finalement le socle de l'autorité, la loi, le fait qu'il faut tenir. Et puis, on arrive là à cette autorité qui est toujours incarnée. Et alors, c'est ça que je trouve intéressant, puisque vous avez fini par le Deutéronome, c'est que c'est vrai que, alors nous les chrétiens, on se disait l'autorité, on sait, nous, de toute façon, l'autorité, la source de l'autorité, c'est Dieu. Et comme ça, on est tranquille, on est amené à, finalement, c'est un bon garde-fou. En fait, tout ce qui s'est passé depuis 20 ans, dans la découverte des abus sexuels, des abus de pouvoir, des abus de puissance, des abus d'autorité dans l'Église, montre qu'on n'est pas mieux que les autres, ce qui finalement permet de faire cette discussion de manière peut-être plus vrai, en fin de compte. Et c'est pour ça que je vais vous parler des pathologies. Parce que là, on a un peu défini voilà, quelque chose de très beau en théorie. Et puis vous avez dit, après, oui, c'est incarné, et c'est pas toujours très bien incarné. Et en fait, en vous écoutant, je me suis toujours dit, mais en fait, on est toujours en risque quand on a l'autorité. On n'est jamais tranquille avec ça. En fait, c'est peut-être quelque chose le plus fragile. Nous, comme parents, mais aussi dans une entreprise, par exemple. Mais aussi, alors évidemment, dans l'Église, hein, y a eu beaucoup d'abus d'autorité, mais aussi peut-être à l'hôpital, quand on parle de l'autorité du médecin et comment il l'exerce, etc. Donc peut-être ce que j'aimerais bien vous demander, parce que alors nous, on se dit, bon, ok, on a une espèce de source qui serait une finalité, hein, qui serait une source chrétienne. On voit que ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on peut mettre des garde-fous, protéger cette autorité, faire que finalement on ne tombe pas dans l'abus de pouvoir, qu'on ne tombe pas dans la violence, puisque finalement on est tous concernés par ces pathologies? À nouveau, dans le cadre de mes fonctions pénales, je reçois un adolescent pour un interrogatoire de première comparution. Et peut-être pour tenir l'autorité, j'organise cet interrogatoire par tous les rituels qui situent le moment particulier de l'interrogatoire et qui situent ma fonction. Et donc, je procède à l'interrogatoire sur les faits. Je procède à l'interrogatoire sur la personnalité, je donne la parole à l'avocat du jeune et, comme le prévoit la procédure pénale, je demande à l'adolescent qui vient d'être mis en examen de signer son procès-verbal, de relire et de signer son procès-verbal. Mon rituel inclut de lui demander de se lever pour signer son procès-verbal. Donc, il se lève, moi je suis assis, il est de l'autre côté de mon bureau, il se lève, il est en position haute, et moi en position basse, il signe son procès-verbal avec une signature qui démontre que ce jeune existe, et qu'il n'en doute pas. Et donc il signe et il jette le stylo comme ça. Et là, je lève la tête et je lui dis, vous voulez une paire de gifles?
Il m'a regardé quelques secondes dans un silence absolu. Il a repris le stylo et il l'a posé. Mais je suis allé instantanément après son départ voir ma collègue en disant j'ai fait une faute professionnelle. Et la faute professionnelle n'est pas de lui avoir dit ça. C'est finalement de m'être mis en symétrie avec lui. Il faut tenir les limites. Rien n'est plus insécurisant que l'absence de limites et de cadres. Et je suis révolté par notre monde qui, sous prétexte d'être tolérant ou gentil avec les plus jeunes d'entre nous, pose sur leurs épaules un fardeau extrêmement lourd qui est celui de l'autonomie prématurée. Je trouve que c'est extrêmement violent et que ça ne correspond pas du tout d'ailleurs au développement des humains, sur tous les plans. C'est finalement une forme d'abus de pouvoir quelque part, que de laisser l'autre sans limite. Oui, c'est une forme de négligence et d'abandon. Le langage ne s'apprend que par la limite. Il n'y a que la violence qui se découvre sans limite. Toute autre chose humaine est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience des limites. Mais du coup, je me suis écarté de votre question. Et c'est sur les limites entre l'autorité et le pouvoir ce qui conduit à basculer et sur les possibilités de prévenir ça. Alors, la première chose est qu'évidemment, nous devons toujours nous prémunir de nous-mêmes. Et par exemple, moi, je me suis toujours dit que le jour où j'aurais une sorte de satisfaction, de jouissance, de plaisir à mettre en prison mon semblable, il faudrait que je démissionne. Et il y a des fonctions que l'on peut souhaiter exercer pour y trouver du pouvoir sur les autres. Donc il faut évidemment être vigilant avec soi-même d'abord, et ensuite être capable dans la famille aussi bien que dans les autres espaces, et notamment les institutions, de prévenir et de contrôler les risques de basculement de l'autorité au pouvoir, et même d'arriver à discerner que des personnes vont aller occuper des fonctions pour y trouver le pouvoir et non l'autorité. Et il faut y être extrêmement vigilant. Et une question, par exemple, vous parlez des violences sexuelles dans l'Église, mais qui vaut pour tous les espaces institutionnels ou non institutionnels, familles comprises. Mais je pense qu'il y a une question extrêmement importante à laquelle il faut trouver une réponse protectrice, qui est qui a accès au corps de l'enfant. Voilà. Quand on organise un groupe, qui a accès au corps de l'enfant? Et comment on s'organise? Le juge des enfants, par exemple, n'a pas accès au corps de l'enfant. J'ai dit tout à l'heure que je pouvais faire saisir le corps d'un enfant pour le mettre en prison, le faire saisir. Et c'est la troisième chose, qui sont toutes les règles, ce que dans le monde judiciaire on appelle la procédure, mais toutes les règles qui vont encadrer les moments cruciaux. Merci Édouard Durand. Merci. Merci Étienne, merci Isabelle. Je vous rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de cette belle et passionnante discussion sur les plateformes du Jour du Seigneur, de RCF et des Semaines sociales de France. On vous donne rendez-vous très bientôt. Pas si simple, le retour de l'autorité, un podcast produit par le Jour du Seigneur
RCF et les Semaines sociales de France. Présenté par Éric Payet, Étienne Pépin et Isabelle de Golemin. Réalisé par Nicolas Maupier. Prise de son Bob Foresta, Laurent Schwartz. Reportage Laurette Duranel, Jérôme Tournier. Montage son et mixage Benjamin Alves, Julien Alves. Documentation Claire Latuile. Production et voix off Frédéric Niquet-Châtelet. Archives TF1, Assemblée nationale et BFM.